On nous a caché la vérité. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que le gouvernement ne veut pas que tu saches. Alors, regarde ça. Tu n'y as pas échappé. Cette semaine, un jeune homme prénommé Naël est mort tragiquement d'un tir de policier à Nanterre, en France. J'ai pas envie de commenter cette mort, mais il y a deux éléments qui m'ont vraiment dégoûté. Tout d'abord, c'est la récupération politique. Que ce soit de gauche ou de droite. Ça m'a rappelé l'affaire Lola. Lorsque cette petite enfant innocente a été tuée avec une barbarie, une sauvagerie sans nom, il y a des gens qui ont osé prendre un nom de domaine à son nom, alors que la petite n'était même pas encore enterrée. Et là, ça s'est reproduit. Il y a des gens qui ont essayé de récupérer politiquement la mort de ce jeune homme qui n'a même pas encore été enterré. J'ai vu notamment cet homme politique, Carlos Bilongo, aller dans les quartiers et se faire jeter comme un malpropre. C'est mieux pour... Excuse-moi, Mourir, regarde, arrête de parler, je vais le démarrer. Voilà, arrête de parler, je vais le démarrer. On n'est pas là pour parler, on n'est pas là pour parler. Arrête, frérot, c'est mieux pour toi. Voilà, c'est mieux pour toi, frérot. Trace ta route, c'est bon, regarde, tu veux rester ici? Voilà, on va te tuer. Trace ta route. Faut pas prendre les gens qui vivent en banlieue pour des idiots, pour des attardés mentaux. Ils savent très bien pourquoi tu viens. Il y en a un autre qui ira jamais se balader en banlieue, c'est Zemmour. Et il m'avait choqué et déçu avec ses propos. Je ne vais pas vous dire que c'est réjouissant, c'est toujours triste. C'est toujours affligeant. Évidemment qu'on a toujours de la peine quand un jeune homme meurt, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Même si... je voudrais dire deux choses. D'abord, ce jeune homme, manifestement, n'était pas un ange, comme a dit malencontreusement Kylian Mbappé. En tout cas, l'ange avait des taches sur ses ailes, puisqu'il avait, à 17 ans, déjà un casier judiciaire fort fourni. Bref, quoi qu'il ait fait, il n'y a pas à cracher sur un jeune homme qui n'a même pas encore été enterré. Et ça... J'en avais parlé avec un ami à moi qui est un très grand acteur. Et il m'a dit, Aziz, dans cette scène politique que tu vois, tu prends conscience que l'être humain a parfois moins d'humanité que l'animal. Parce que même les éléphants respectent leur mort. Et là, tu prends conscience qu'en réalité, beaucoup de politiques ne sont pas des hommes, mais juste des grands garçons. Il n'y a plus d'hommes avec un cuir épais. Il n'y a plus d'hommes qu'on peut associer à des guerriers. Tu vois, quand je parle de guerriers, ça me fait penser à Troie. Je ne sais pas si tu as vu le film Troie, mais il y a un moment où Hector se bat contre un homme pensant être Achille. Or, lorsqu'il le tue, tout le monde prend conscience qu'il n'a pas tué Achille, non. Il a tué son cousin, Patrocle, un jeune homme. Et là, tout le monde était dévasté. Et Hector ne s'est pas plaint en disant « Non, mais il s'est fait passer pour Achille, c'est lui qui est fautif !» Non, il a fermé sa bouche. Il a respecté le deuil. Parce que lorsqu'un jeune meurt, on respecte le deuil. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'aient été ses erreurs, on respecte le deuil de sa famille. Et on respecte le mort. Le deuxième élément qui m'a dégoûté, c'est que tu vois, quand tu perds quelqu'un de manière injuste, parce que ce jeune homme ne devait pas mourir dans cette situation-là, c'est injuste. Eh bien, il y a une colère qui naît en toi. Tu as envie d'exprimer cette colère, tu as envie de la crier. Et c'est légitime. Par contre, il y a un élément que je n'ai pas compris. Ce sont les émeutes qui ont frappé la France. Toute la France, sans exception. Des gens qui brûlaient leurs écoles, leurs bus, leurs trams. Des gens qui s'autodétruisaient
et qui ne respectait pas, qui crachait sur la mémoire du petit Naël. C'est l'anarchie. Ça me rappelle le film La Purge. Il n'y a plus d'ordre. Chacun fait ce qu'il veut, détruit ce qu'il veut. L'homme est réduit à ce qu'il a de plus primitif, cassé. Mais là, ça devient incompréhensible. Parce que tu dis pourquoi? Quel est le lien avec Naël? Voler des baskets, voler des vêtements de sport, voler le Lidl. Quel est le rapport avec la mort de ce jeune homme? Est-ce qu'on respecte la mémoire du jeune? Non, on la salit. Et ceux qui le font le savent pertinemment bien. Alors, pourquoi? Pourquoi? Avant que je ne te révèle un secret du gouvernement, je vais t'expliquer d'un point de vue scientifique pourquoi certains cassent tout. On va aller au Mexique. Au Mexique, il y a un phénomène qu'on va appeler étrange, paranormal, qui a inquiété même le sommet de l'État. Dans plusieurs villes, distantes les unes des autres, des élèves, dans une école, s'évanouissent sans raison. Ils ont des malaises, ils vomissent. Et on ne comprend pas pourquoi. Au début, on pensait qu'ils avaient ingéré des drogues. Au début, on avait pensé qu'il y a peut-être une fuite de gaz dans les écoles. Mais rien de cela. C'était inexplicable. Tous ces jeunes s'évanouissaient, tombaient dans les pommes, alors qu'ils n'avaient aucun lien entre eux. Et là, il y a plusieurs chercheurs qui ont fait des études, qui ont essayé de comprendre pourquoi. Et dans une université de Nouvelle-Zélande, il y a un éminent professeur qui a parlé du concept de l'hystérie collective, ou hystérie de masse. Théorisé par de nombreux experts, ce concept définit un phénomène psychologique rare, au cours duquel une personne présente un comportement inattendu, comme des évanouissements, des cris ou des convulsions. Puis, d'autres à proximité reproduisent les symptômes involontairement. Comme le rappelle le docteur Robert Bartholomew, professeur de psychologie à l'université d'Auckland et l'une des références mondiales en la matière, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, des établissements scolaires ont en effet déjà été le théâtre d'une telle psychose collective. En 1962, en Tanzanie, plus de 1000 écoliers ont été pris de crises de rire incontrôlables pendant des mois. 3 ans plus tard, en Angleterre, 141 adolescents se sont évanouis en une journée. Et au fait, ce phénomène d'hystérie de masse a été amplifié par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ceux qui ont vu ça apparaître dans leur école l'ont partagé sur les réseaux sociaux. Et d'autres qui l'ont vu dans d'autres villes ont reproduit le même phénomène. Un phénomène psychologique. Donc ça, c'est le premier phénomène. Le phénomène d'hystérie de masse. Mais il y a un deuxième phénomène. Le phénomène de conformisme social qu'on a découvert à travers l'expérience de Solomon Asch. Exerce une pression sur les individus, une pression normative qui consiste à rappeler à l'individu qu'il est soit dans le groupe, soit en dehors du groupe. Ok, merci. La pression de la majorité a donc des effets très importants sur les participants. Jusqu'à quel point vont-ils résister à cette pression? Merci. Recommençons encore une fois. Regardez bien les barres. Cette fois-ci, on teste le jeune homme au t-shirt On rouge. continue. Comment va-t-il réagir quand tout le groupe fait faux? Sur les 13 fois où le groupe annonce une réponse fausse, le jeune homme cède à 3 reprises. Il renonce à son avis pour se conformer à celui des autres. T'es peut-être arrivé qu'une ou 2 fois je me laisse influencer, oui. Voilà. Vous savez dire pourquoi? Peut-être parce qu'au bout d'un certain nombre de fois, on a trop de doutes et on se dit ouais, du coup là c'est moi qui est faux. Les conclusions de l'expérience de Solomon Asch, c'est que, vu que l'être humain est un animal social, il est prêt à faire n'importe quoi pour ne pas être perçu comme différent du groupe, afin de ne pas être rejeté.
Et un des meilleurs moyens de ne pas être rejeté et d'être bien intégré dans le groupe, c'est de faire de la surenchère, de montrer qu'on est plus, de chercher l'admiration des autres. C'est un petit peu comme chez les nazis, tu vois. On se dit, mais comment dans tout un pays, les gens ont pu être nazis, les gens ont pu vouloir abattre toute une population. C'est tellement inhumain, ça paraît tellement bête, mais pourtant ils l'ont fait. Et tout cela, c'est l'addition de ces deux phénomènes-là, l'hystérie de masse et le mimétisme, le conformisme social. Et cela, on l'a vu dans toute la France. Ce qui m'a marqué, c'est quoi? C'est que déjà, lorsque tu voyais tous ces jeunes ensemble, par exemple lorsqu'ils étaient en train de scier un guichet de banque, ils avaient tous les mêmes cris. Waouh! Phénomène d'hystérie de masse. On recopie ce que fait l'autre. Et en même temps, il y avait ce conformisme social, où on cherchait la surenchère. Dans certaines villes, on envoyait des messages pour dire « Écoutez les gars, faut qu'ici, on fasse mieux que ce que font là-bas, pour montrer qu'on est encore meilleur. » C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils étaient tous habillés en noir à travers toute la France. On aurait dit qu'il s'était passé un message. Mais au fait, c'était lié à l'hystérie de masse. Quand tu regardes bien les images, tous les émeutiers sont habillés en noir, avec des cagoules, ils se cachent avec un masque. On dirait qu'ils font partie tous de la même équipe. Eh bien tout cela, c'est lié au même phénomène comportemental. Au fait, tous ces gens-là sont ce qu'on appelle des moutons, des suiveurs. Et le gouvernement, il est bien conscient de ces éléments. Et conscient de ces éléments, ils ont préparé certaines choses. Ce qui est marquant et choquant, c'est que ces jeunes qui ont entre 13 et 18 ans, hein, c'est pas des gens qui ont 50 ans, enfin peut-être qu'il y en a, mais la majorité ont entre 13 et 18 ans. Ce qui est marquant, c'est que tu sens qu'ils ont un sentiment de puissance. Et l'autre chose qui me marque, c'est que tu as l'impression que l'État, le gouvernement, est démuni face à ces gens-là. Tu as l'impression qu'ils sont plus forts, tu as l'impression qu'ils pourraient prendre le pouvoir. Et donc, eux ont ce sentiment de puissance. Et ils y vont encore plus fort, parce qu'ils ont l'impression qu'on ne peut rien leur faire. Ils ont l'impression qu'ils sont forts. Or, la vérité, c'est quoi? C'est que oui, c'est vrai, le gouvernement a peur. Mais il n'a pas peur par faiblesse. Il ne se sent pas plus faible que ces gens-là. Il a peur d'user de la force. Parce qu'il sait que s'il fait couler le sang, que si une seule personne meurt encore, ces émeutes vont encore s'amplifier. Et donc, c'est la raison pour laquelle les forces de l'ordre ont pour mission de ne tuer, de ne buter personne. Parce que s'ils butent 1, 2, 3 gamins, ça va s'amplifier. Et si ça s'amplifie, là, on devra sortir l'artillerie lourde. Et Zemmour en avait parlé. Rôle scandaleux de gardiennage, de protection des édifices religieux, etc. Mais l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nom Opération Ronce. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne. Quelles sont vos sources? Quelqu'un très proche de l'état-major. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire oui. Quoi un nettoyage. À faire du nettoyage? Oui. C'est la bataille d'Alger qui recommencera. C'est exact. Civil. Oui, nous sommes. Excusez-moi, sans mentionner vos sources, vous vous rendez compte? Attendez, c'est pas vous, journaliste, qui allez me demander à moi, journaliste, de citer mes sources. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. C'est mon rôle. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom Ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose. Ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes, évidemment. Et donc, le plan français est prêt, parce que nous sommes dans... Ce sont des informations qui font froid dans le dos. Et pourtant, elles sont vraies. J'ai eu des confirmations de sources de très haut rang.
Au fait, la vraie peur du gouvernement, c'est quoi? C'est que s'ils font couler le sang, ils ont peur que les émeutiers ne s'attaquent plus juste aux écoles, aux magasins, non. Ils ont peur qu'ils s'attaquent aux gens, qu'ils rentrent dans les maisons, qu'ils volent tout, qu'ils saccagent tout. Et dans ce cadre-là, les gens vont avoir pour réaction de se protéger. Si le gouvernement ne peut pas nous protéger, on va se protéger nous-mêmes, on va s'armer. Et donc, on va créer des milices privées. Et la peur, c'est quoi? C'est que chaque communauté, chaque personne qui a chaque groupe d'idéologies différentes crée sa propre milice. Ce qui va créer des tensions. Et là, il suffirait juste d'une étincelle pour que les gens s'attaquent entre eux. Et le seul moyen de remettre l'ordre, ce serait quoi? Ce serait d'envoyer l'armée. D'où l'opération Ronce. Maintenant que tu sais tout ça, toi tu vas te demander, mais quel est mon rôle là-dedans? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Eh bien pourtant, t'as à voir dans cette histoire. Il y a une question que je me pose. Je me demande ce que Naël attendrait de nous. Qu'est-ce qu'il voudrait qu'on fasse? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que on n'est pas de l'autre côté. Mais il y a un homme qui a donné une réponse magistrale. Cet homme, c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves, il était invité à une émission. Et tu vois, il parlait de sujets un petit peu philosophiques, et tout le monde se foutait de sa gueule. So what are we going to do? What happens to you if you don't do this? Well, it's the end of the universe. It's the end of time and space continuum. So you're it's all over. You're facing your own mortality and the mortality of all existence. Yeah. Wow. Et là, après que tout le monde ait rigolé de Keanu Reeves, le présentateur pose une question et il lui demande « Que pensez-vous qui nous arrive lorsqu'on meurt ?» What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. John Wick, Chapter 3, Parabellum is in theater. C'est une réponse qui te laisse sans voix. Et pourtant, elle est tellement vraie. Si toi, tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu demanderais? Tu demanderais à ce qu'on prenne soin des gens que t'aimes. Parce que tu sais que les gens que t'aimes seraient dévastés. Dévastés de ton absence. Qui comprendraient pas. Qui supporteraient pas le fait de ne plus jamais te revoir. Surtout si t'es parti d'une manière injuste, d'une manière incompréhensible. Et toi, de l'autre côté, tu dirais quoi? Consolez-les. Et donc, je pense que Naël nous dirait de consoler sa mère, de consoler ses amis, de consoler sa famille. Et en même temps, il nous demanderait de rester digne, de ne pas le salir, de respecter sa mort en faisant quelque chose d'intéressant de notre propre vie. Voler au Lidl, au Aldi, voler des vêtements. Ça honore pas nos morts. Mais la vérité, c'est que la seule chose qui honore le cœur des morts, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ce que j'appelle devenir grand. Devenir grand, c'est quoi? C'est lorsque le monde est contre toi, lorsque tu es victime d'injustice. Tu réponds de manière digne. Tu as des réactions qui laissent sans voix. Combien de fois j'ai été insulté par des flics? Combien de fois j'ai été frappé par des flics? Combien de fois des mecs de la BAC m'ont provoqué, ont voulu se battre contre moi pour rien? Tu vois, la première réaction humaine qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on a envie de se venger. On a envie de leur montrer qu'on est plus fort qu'eux. Et on veut aller dans la confrontation physique. Mais en réalité,
La meilleure des réponses, c'est quoi? C'est d'être meilleur qu'eux. Et être meilleur qu'eux, c'est quoi? C'est devenir la meilleure version de toi-même. C'est de faire en sorte que lorsqu'on te regarde, on se dise « Waouh, cette personne-là est un modèle. J'ai envie de l'imiter. J'ai envie de faire du mimétisme social, d'être comme elle. » C'est là que tu gagnes. C'est là que tu respectes, que tu honores tes morts. Il y a une chose que tu sais pas. C'est que tu as le potentiel de marquer l'histoire. Mais marquer l'histoire, c'est pas faire ce qu'on attend de toi. Marquer l'histoire, c'est pas suivre le mouvement comme un mouton. Marquer l'histoire, c'est pas se laisser contrôler par ses émotions instantanées. Marquer l'histoire, c'est tout d'abord faire des choses que les gens ne te croyaient pas capable de faire. Marquer l'histoire, c'est aller à contre-courant de ce que tous les gens qui te détestent pensent que tu ferais. Marquer l'histoire, c'est faire des choses dignes pour respecter la mémoire de tes morts. Ça, c'est marquer ta propre histoire. Marquer ta légende personnelle. Et aujourd'hui, tu vois, tous ces grands enfants, politiques, intellectuels, philosophes, ont du grain à moudre. Parce qu'ils disent, mais regardez, ce sont des sauvages, c'est dans leur ADN. Ils sont comme ça. Ce sont des primitifs. Alors qu'en réalité, il y a des gens comme toi, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine, qui ont un potentiel que le monde ne soupçonne pas. Et ton rôle, c'est d'être grand, d'être grande, pour développer ce potentiel, pour qu'il éclate à la face du monde, et que tu transformes ce monde. Et une fois que tu feras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Il est temps de t'engager. Je souhaiterais que tu écrives en commentaire « Je suis grand si tu es un homme. Je suis grande si tu es une femme. » Pourquoi? Parce que tu vois, l'histoire est écrite par les gagnants. Et peut-être que dans 100 ans, 150 ans, on reparlera de ces histoires, de ces émeutes-là. Et on dira, mais vous savez, les gens étaient très primitifs à cette époque-là. Les gens étaient sans conscience éveillée. Il y en a certains qui regarderont cette vidéo et ils liront les commentaires en bas. Et ils prendront conscience qu'en réalité, tous ces petits qui salissent la mémoire de leur mort, qui salissent la réputation des gens qui leur ressemblent, n'étaient qu'une minorité. Raison pour laquelle je veux que tu écrives « Je suis grand ». Parce qu'en étant grand, tu deviens un modèle. Un modèle qu'on a envie de recopier. Un modèle duquel on s'inspire à travers les temps.